Bonjour, nous sommes le mardi 26 mai 2020. Bonjour à tous. Ce bulletin couvre la région du domaine cyber. Et notre dossier d'aujourd'hui s'intitule Ligne de front cyber, avec un focus sur les piratages mondiaux, les menaces de l'intelligence artificielle et la guerre numérique. Un vaste programme en effet. Absolument. Mais avant de plonger dans les détails, je dois annoncer d'une voix tout à fait posée, comme le veut la tradition, que ce programme est sponsorisé par ProWave AI. Et il est généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. C'est important de le souligner, oui. Surtout que Stylo News, c'est pour donner un peu de contexte, la version grand public du logiciel Stylo Intellops. C'est ça, le logiciel utilisé par les pros. Exactement. C'est un outil de renseignement à la base, vraiment conçu pour les opérations d'entreprises complexes, les gouvernements et même l'armée. Ce qui veut dire concrètement que ceux qui écoutent cette analyse aujourd'hui ont un accès unique en fait à une technologie développée à l'origine pour soutenir les décideurs mondiaux. Tout à fait. Et ça nous amène à la mission de notre analyse d'aujourd'hui. L'idée, c'est de poser un cadre très objectif. Sans aucun alarmisme, on est d'accord? Voilà, aucun alarmisme. On va faire une revue stricte, neutre, des événements cybernétiques de ces 2 dernières semaines. On va identifier les modèles d'attaque, évaluer les impacts au niveau local, national et international. Et toujours sans prendre parti, évidemment. C'est crucial. L'objectif est de proposer des pistes d'action purement factuelles, en observant simplement les données. D'accord, alors analysons cela en détail, parce que quand on regarde les données brutes fournies par l'outil de renseignement concernant les opérations étatiques, il y a des choses assez troublantes. C'est le mot. Le paysage de la menace étatique a beaucoup évolué. Prenons la Russie, par exemple. Les rapports montrent le maintien d'une cyberguerre hybride contre l'Europe et l'OTAN, avec pas mal de tests du côté de la mer Baltique. Oui, des opérations de perturbation assez classiques pour eux. Mais là où ça devient spécifique, c'est cette révélation sur un département secret à l'université Baïmon de Moscou. Un département qui formerait des étudiants au piratage directement pour le GRU, donc le renseignement militaire russe. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette démarche d'institutionnalisation en fait. C'est-à-dire? Historiquement, quand un État voulait recruter des pirates, il le faisait souvent un peu sous le manteau. On allait chercher des groupes criminels existants, on fermait les yeux sur leurs activités en échange de petits services. Du mercenariat numérique, en somme? Exactement. Mais avec l'université Bauman, on voit la création d'un vrai pipeline académique. Dès le début de leur cursus, ces étudiants sont formés à l'espionnage, à l'ingénierie sociale, au sabotage d'infrastructures. Donc l'État se garantit une main-d'œuvre constante et docile? Voilà, disciplinés et surtout dont les méthodes correspondent parfaitement aux doctrines militaires officielles. C'est beaucoup moins imprévisible qu'un groupe de mercenaires. Surtout qu'en plus de ses talents internes, il n'hésite pas à s'équiper à l'extérieur. Je pense à cette condamnation récente, très médiatisée, de Peter Williams. L'ancien cadre de El Triaris, oui. C'est ça. 10 millions de dollars d'amende pour avoir vendu des outils de piratage très pointus à la Russie, ça pose question sur la sécurité de nos propres arsenaux, non? Mais ça met surtout en lumière un problème fondamental de la cyberarme. Contrairement à, je sais pas, un avion de chasse ou un char d'assaut, une arme numérique, c'est juste du code. Ça tient sur une clé USB. Ça tient sur une clé USB, ça s'envoie par un message chiffré en 3 secondes. Et pour un État comme la Russie, acquérir un outil développé par un sous-traitant occidental de la défense, ça a un double avantage. Lequel? Le gain de temps, Déjà le gain de temps en recherche et développement, oui. mais surtout le brouillage de pistes. Si une infrastructure européenne est attaquée par un logiciel qui a été codé aux États-Unis, allez prouver formellement que c'est Moscou qui a appuyé sur le bouton. Ah oui, l'attribution devient un cauchemar pour les enquêteurs. C'est presque impossible. Alors, on voit bien cette approche russe très axée sur la perturbation, l'hybridation. Mais comment peut-on différencier ça stratégiquement de l'approche de la Chine? C'est une excellente question. Parce que les documents citent les activités de groupes chinois comme Volt Typhoon ou Twill Typhoon. Et ils parlent d'espionnage furtif, de vol de propriété intellectuelle. C'est une espèce de guerre froide numérique où les règles de dissuasion ne s'appliquent pas encore. En fait, la différence est fondamentale dans l'intention temporelle. La Russie cherche souvent l'impact immédiat, le chaos. La Chine, c'est du prépositionnement à très long terme, très silencieux. Le rapport parle du piratage de routeurs et d'une technique appelée, pardon pour l'anglicisme, le living off the land, vivre sur le pays. Oui, vivre sur le pays. C'est une métaphore parfaite. Imaginez un cambrioleur. S'il casse votre porte avec un pied de biche, l'alarme sonne tout de suite. Logique. Mais le groupe affilié à l'État chinois, lui, c'est plutôt l'individu qui vous a volé le double des clés il y a 6 mois.
Il entre sans faire de bruit et il s'installe dans votre grenier. Il attend. D'accord, mais comment les logiciels de sécurité modernes ne détectent pas ce locataire indésirable dans le grenier? Tout simplement parce qu'ils n'amènent pas leurs propres outils malveillants avec eux. D'où le terme vivre sur le pays. Ils utilisent les outils d'administration système qui sont déjà présents et tout à fait légitimes sur le réseau de la cible. Donc, pour l'antivirus, c'est juste un administrateur réseau qui fait son travail normal? Exactement. Ils tapent les mêmes commandes que le technicien informatique de l'entreprise, du coup ça passe complètement inaperçu. Et le but n'est pas de tout casser aujourd'hui, mais d'avoir la main sur nos infrastructures critiques, l'eau, l'énergie, pour s'en servir comme levier de chantage le jour où il y aurait une vraie crise géopolitique. C'est glaçant, dit comme ça. Mais c'est très clair. Si on passe au Moyen-Orient, les synthèses de renseignements pointent une forte activité de l'Iran avec ce groupe appelé Muddy Water. Oui, Muddy Water. Très actif en ce moment. Ils ciblent les infrastructures critiques américaines. On parle de banques, d'aéroports. Et le rapport note qu'ils déguisent leurs opérations d'espionnage en rançongiciel, les fameux ransomware. C'est ça. Mais pourquoi un acteur étatique s'embêterait à réclamer une rançon financière si son vrai but, c'est le renseignement? C'est de la pure diversion tactique. Imaginez qu'ils infiltrent un aéroport pour voler des plans de sécurité très sensibles. S'ils exfiltrent des téraoctets de données en silence, un bon audit de sécurité va finir par repérer cette fuite. Les flux sortants seraient visibles, oui. Par contre, s'ils volent les données et qu'ensuite ils bloquent tous les serveurs de l'aéroport en demandant une rançon publique, qu'est-ce qui se passe? C'est la panique. Tout le monde se focalise sur le blocage. Voilà. Les équipes informatiques entrent en mode gestion de crise absolue pour établir les vols, les médias en parlent, la direction panique, et pendant que tout le monde regarde l'incendie du rançongiciel, personne ne regarde les petits journaux de connexion qui prouvent qu'on vient de voler des secrets d'État. C'est machiavélique. On crée un écran de fumée. Exactement. Bon, puisqu'on parle d'aspect financier, il faut qu'on aborde le cas de la Corée du Nord. Les chiffres donnent le vertige. On parle de plus de 20 milliards de dollars volés en crypto-monnaie. 20 milliards, oui. C'est devenu une part majeure de leur PIB, en fait. Pour financer leur programme nucléaire, selon les sources. Le document détaille des attaques de spear phishing, donc d'hameçonnage ciblé, contre des responsables sud-coréens. Comment on vole 20 milliards juste avec des emails? C'est parce que ce ne sont pas les emails frauduleux habituels qu'on reçoit tous avec plein de fautes d'orthographe. Le spear phishing, c'est de l'artisanat de haute précision. Ils ciblent la bonne personne. Et il lui envoie un email tellement parfait qui semble par exemple venir de son propre patron qu'il va cliquer sur la pièce jointe. Et une fois qu'il a cliqué, C'est terminé. Ils entrent sur sa machine, naviguent discrètement dans le réseau de l'entreprise jusqu'aux portefeuilles virtuels qui contiennent les fonds, les cold wallets, et ils siphonnent tout. Ces 20 milliards, c'est la somme de milliers de petites opérations chirurgicales de ce type. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on voit l'ampleur de ces opérations humaines, on doit faire le lien avec l'accélérateur ultime, l'intelligence artificielle. L'IA change absolument toutes les règles du jeu. C'est ce que montrent les rapports. L'IA semble agir comme un véritable accélérateur de particules pour les cyberattaques. On l'a vu avec l'incident majeur de Canvas LMS en mai. Un désastre. Le groupe criminel Shiny Hunters a compromis les données de 275 millions d'utilisateurs. 275 millions? L'impact a été immédiat à l'échelle nationale américaine. Des examens de fin d'année purement et simplement annulés. Et ça, c'est la marque de l'IA. Avant, pour infiltrer une plateforme comme Canvas, un groupe devait passer des semaines à analyser le code manuellement, chercher une faille, écrire un script spécifique. Du travail de fourmi? Voilà. Aujourd'hui, on confie ça à une IA offensive. Elle cartographie le réseau, teste des millions de vulnérabilités sur les interfaces de programmation et commence à aspirer les données en quelques heures. C'est totalement automatisé. Ce qui explique l'avertissement extrêmement solennel du Fonds monétaire international cette semaine. Le FMI alerte sur les risques systémiques mondiaux et pointe spécifiquement du doigt le modèle d'IA mythos d'Anthropic. Oui, et si on relie cela à la situation globale, l'inquiétude du FMI est très pragmatique. Ce qui les terrifie, c'est la capacité de modèles comme Mythos à exploiter des failles 0D de manière autonome. Alors, pour notre audience, une faille 0D, c'est une vulnérabilité que même le créateur du logiciel ne connaît pas encore. C'est bien ça? C'est exactement ça. Vous avez 0 jour pour vous préparer. Avant, trouver une telle faille demandait des mois de recherche aux meilleurs ingénieurs du monde. Aujourd'hui, une IA comme Mythos pourrait théoriquement analyser des millions de lignes de code bancaire, trouver une faille inconnue et créer le virus pour l'exploiter toute seule.
Et le déclencher sans intervention humaine. Voilà, le scénario noir du FMI. Si cette IA décide d'attaquer les protocoles interbancaires, ça provoque un choc macroéconomique instantané. Les liquidités gèlent, les marchés s'arrêtent. Aucun humain n'aurait le temps d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Exactement, parce que ça se jouerait en millisecondes. Ce qui amène une question évidente, si l'IA permet d'attaquer plus vite, est-ce qu'elle est aussi la solution pour se défendre rapidement ? Je vois que l'armée américaine vient de créer une force opérationnelle sur l'IA, dirigée par le général Joshua Rood, pour intégrer ça rapidement dans la défense. C'est la seule réponse possible en fait. Une attaque algorithmique nécessite une défense algorithmique. On a d'ailleurs des exemples étonnants dans les notes. En Corée du Sud, ou même dans la région russe de Tyumen, les systèmes affichent 0 attaque réussie dernièrement. Oui, parce qu'ils ont déployé des IA défensives qui font de l'analyse comportementale. L'antivirus classique, qui cherche la signature d'un vieux virus connu, c'est terminé. L'IA défensive, elle, apprend comment votre réseau respire. Comment il respire, c'est dingue. Oui, elle sait que M. Dupont se connecte tous les jours à 9 h depuis Paris pour lire ses mails. Si soudainement, le compte de M. Dupont essaye d'accéder au plan du réseau électrique à 3 h du matin, à une vitesse de navigation surhumaine, L'IA coupe l'accès. en une fraction de seconde, elle ne cherche pas à savoir si le mot de passe était le bon, le comportement est anormal, elle tranche. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour ceux qui sont aux commandes ? On voit bien l'impact international. La Pologne, par exemple, qui sécurise massivement ses systèmes d'eau et d'énergie en ce moment. La Pologne est très proactive face aux menaces hybrides, oui. Ils appliquent ce qu'on appelle la segmentation des réseaux. Concrètement, ça donne quoi ? Ça veut dire qu'ils déconnectent physiquement le réseau administratif du réseau industriel. Il ne faut surtout pas qu'un employé des ressources humaines qui clique sur un mauvais lien puisse même indirectement ouvrir les vannes d'un barrage. On crée des cloisons étanches. Et la Corée du Sud, de son côté, favorise la collaboration interministérielle contre les deepfakes. Aux États-Unis, la CISA et le FBI enquêtent en maintenant une neutralité politique très stricte, ce qui est souligné par les observateurs. C'est indispensable pour garder la confiance du public, surtout en période de tension technologique. Et justement, le public, parlons-en. Parce qu'en analysant le sentiment sur les réseaux sociaux, particulièrement sur X, on remarque un paradoxe fascinant. C'est-à-dire, Pendant que les nations développent des cyberarmes ultra sophistiquées et que des IA s'affrontent en millisecondes, le citoyen ordinaire ne panique pas. Il adopte une posture de surveillance de quartier numérique. oui, c'est très marquant dans les données. On voit une popularité énorme pour les conseils basiques d'hygiène numérique. Par exemple, les publications du compte EchoOwl sur X qui expliquent l'authentification à double facteur ou comment repérer un deepfake sont massivement partagées. Ce qui est une excellente nouvelle. La conscience collective s'améliore vraiment. Et même face à des acteurs étatiques, l'authentification à double facteur, ça change la donne. Vraiment, un simple code par SMS ou sur une application peut bloquer le GRU. Ça ne rend pas votre compte invincible, mais ça augmente énormément le coût de l'attaque pour le pirate. Un acteur étatique ne va pas griller ses ressources les plus rares pour pirater le compte d'un citoyen lambda si c'est devenu trop complexe. Donc oui, cette résilience individuelle s'adresse à une barrière collective très forte. C'est rassurant. Cela dit, les mêmes données sociales montrent que le public se méfie profondément des outils financiers numériques, à cause des failles de sécurité institutionnelle. Et ils ont raison de faire la distinction. C'est la limite de l'hygiène personnelle. Vous pouvez avoir un mot de passe de 40 caractères. Si le serveur de votre banque est vulnérable, vos données partiront. La responsabilité finale de l'infrastructure, elle incombe toujours aux décideurs. Ce qui nous amène à la suite. Si on se projette pour informer ces décideurs, à quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir ? En se basant sur nos sources, il y a plusieurs points de vigilance immédiats. Déjà, une surveillance très étroite des nouveaux étudiants de cette fameuse université Bauman en Russie. Leurs profils vont être scrutés par toutes les agences internationales. Logique ? Et sur le plan institutionnel, On attend les travaux du FMI et des régulateurs mondiaux. Ils travaillent d'arrache-pied pour établir des directives de cybersécurité liées à l'IA d'ici fin 2026. Et bien sûr, il va y avoir un effort continu de restauration et d'audit des réseaux éducatifs américains après le désastre de Canvas. ça c'est pour les événements à surveiller. Mais au niveau des actions concrètes à mener, quelles sont les pistes objectives que dégagent les rapports ? Les sources s'accordent sur 3 nécessités factuelles. 1. Investir massivement dans des systèmes financiers sécurisés par l'IA pour contrer des modèles comme Mythos. 2. On l'a vu avec la Pologne, améliorer d'urgence la segmentation des réseaux critiques, l'eau et l'énergie.
Et la troisième piste? Renforcer le partage international de renseignements. Ça soulève une question importante sur la nécessité de régulation mondiale. Le cyberespace n'a pas de frontières physiques. Si la Corée du Sud détecte une nouvelle méthode d'attaque nord-coréenne, l'Europe doit en être informée dans la seconde pour mettre à jour ses boucliers. Une vraie coopération en temps réel, donc. Absolument. Très bien. Cela clôture l'analyse stricte de notre dossier du jour. Pour rappel, toutes ces informations et les modèles que nous venons de décortiquer ont été compilés par Stylo News. C'est un outil vraiment puissant pour synthétiser tout ce bruit médiatique. Oui, Stylo News est une application disponible sur mobile et sur ordinateur. N'importe quel individu peut la télécharger pour se créer des bulletins personnalisés. Le système va ingérer et synthétiser des centaines de sources traditionnelles, mais aussi des flux du réseau X, pour vous donner des analyses de style renseignement, comme celle qu'on vient de faire. C'est l'information sur mesure, sans le superflu. Exactement. J'invite d'ailleurs toute notre audience à se rendre sur le site www.stylonews.com pour s'abonner et obtenir ces actualités à la demande, propulsées par l'IA. Bon, on va pouvoir relâcher un peu nos postures de présentateurs stricts des années 60. Oui, ça fait du bien de respirer un coup. C'était un dossier particulièrement dense aujourd'hui. Très dense, mais tellement passionnant. Je voulais vraiment remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout de cette plongée approfondie. Merci à vous tous. C'est vrai que ce sont des sujets parfois lourds, mais essentiels pour comprendre le monde qui nous entoure. Tout à fait. Et d'ailleurs, avant de se quitter, je voulais vous laisser avec une petite réflexion inédite. Un truc qui me trotte dans la tête après tout ce qu'on vient de dire. Allez-y, je vous écoute. À mesure qu'on voit des IA rédiger des codes malveillants toujours plus vite, et de l'autre côté, d'autres IA qui défendent nos réseaux de manière autonome, est-ce que les futures guerres numériques ne vont pas se dérouler à une vitesse tellement folle que nous, les humains, on ne fera plus qu'observer le score final sur un écran? Ah ouais, sans même avoir le temps de comprendre les tactiques ou de pouvoir intervenir. Exactement. On serait juste les spectateurs de la bataille de nos propres machines. Je trouve ça fascinant et un peu vertigineux. C'est une excellente question pour la prochaine fois. Je laisse nos auditeurs y réfléchir. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets que vous aimeriez qu'on explore pour les prochaines analyses. Et surtout, pensez à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Merci encore pour votre écoute, passez une très belle journée et à très vite. Au revoir.